Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Donc considérons maintenant un corps qui est initialement immobile et sur lequel on applique un ensemble de forces dont la force totale vaut F. Il se met alors en mouvement sous l'application de cette force et après un certain temps, il va avoir parcouru la distance D et acquis la vitesse V. Avec la loi de Newton, la loi de la dynamique, on vérifie très simplement que toutes ces forces doivent être alignées. Et après quelques calculs, on montre que on doit avoir FD égale 1/2 M, la masse de l'objet, V carré. Le carré, bien sûr, étant V fois V, tout simplement. Donc, le travail que l'on fournit par cette force a permis de donner une certaine vitesse au corps qui est donnée par cette relation. On va donc définir une énergie due au mouvement. Et on l'appelle énergie cinétique, puisque cinétique fait référence au mouvement. Une énergie cinétique telle que le travail fourni à l'objet par la force devient une énergie cinétique, donc faisant en sorte ainsi que l'énergie se conserve. C'est un choix. Donc on définit l'énergie cinétique comme 1/2 mv carré égale au travail fourni. Petite anecdote historique, à l'époque de Newton, quand il a conçu sa mécanique newtonienne, décrite dans les Principia, une œuvre monumentale, le concept d'énergie en soi n'était pas encore bien défini. Rapidement, ses continuateurs se sont penchés sur cette notion et l'énergie cinétique n'était pas encore bien comprise et il en existait plusieurs définitions. Tous n'étaient pas d'accord sur la manière de définir cette énergie cinétique. Elle était même parfois définie comme M fois V, la masse fois la vitesse. Une quantité que l'on appelle maintenant quantité de mouvement. C'est Émilie du Châtelet, une jeune aristocrate française, passionnée de science, qui montra qu'elle devait avoir cette forme-là, et pas une autre. Et elle le montra rigoureusement. À l'époque, les femmes n'étaient pas bien considérées en matière scientifique, elles n'avaient pas le droit de faire d'études, et donc elle publia ses résultats sous un nom masculin, sous un pseudonyme masculin. Impossible de faire autrement pour elle. Ce travail, vraiment remarquable, attira l'attention des scientifiques, et en particulier de Voltaire, et lorsqu'on découvrit qu'Émilie du Châtelet était une femme, ce fut une surprise. Donc on peut dire qu'elle fait partie des grands précurseurs féminins, tout comme Ada Lovelace ou comme Marie Curie, bien entendu. Et c'est un travail que maintenant tout étudiant fait en première année d'université, du moins s'il fait des études d'ingénieur ou des études de physicien. C'est devenu un travail facile parce que nos connaissances se sont améliorées, nos mathématiques aussi, et on sait comment il faut faire. Mais à l'époque, c'était loin d'être évident. Alors, quelles sont les unités de mesure? Alors, des unités de mesure, mais il y en a toutes sortes pour les distances. On peut utiliser des mètres, des kilomètres, etc. Il existe un système d'unités international, appelé le système international, SI, qui est géré par le Bureau des poids et mesures, français à la base, mais pour lequel il y a des succursales dans presque tous les pays du monde. Et les unités standards
sont pour les longueurs, c'est le mètre. Pour les durées, c'est les secondes. Les vitesses se mesurent en mètres par seconde. Les masses se mesurent en kilos, en kilogrammes. Et l'énergie se mesure en joules. Ce sont les unités standards. Et la force en newton. Alors, prenons un exemple. Supposons qu'on ait une masse de 1 kg qui se déplace à 1 mètre par seconde, ce qui revient à 36 km/h. Alors, son énergie cinétique n'est que de 1 demi-joule. Ce n'est pas énorme. Si vous avez déjà vu les joules sur votre facture de consommation d'énergie électrique ou de consommation d'énergie de chauffage, vous savez qu'un demi-joule, c'est très peu. À 10 mètres par seconde, c'est-à-dire 360 km/h, un véhicule très rapide, c'est 50 joules. À 100 mètres par seconde, c'est-à-dire 3600 km/h, un avion très rapide, c'est 5000 joules. Donc ça grimpe très vite, l'énergie grimpe très vite, et ceci est dû en fait au carré. On doit faire la vitesse fois la vitesse, et donc ça grimpe très vite. Un phénomène bien connu en sécurité routière, où on sait qu'augmenter un peu la vitesse d'un véhicule augmente de manière importante son énergie cinétique, qui se traduit par des dégâts beaucoup plus importants lors d'un choc ou d'une collision. Plus généralement, pour tout type de mouvement, donc on ne parle pas nécessairement d'un corps initialement immobile. Pour tout type de mouvement et tout type de force appliquée, on montre que le travail fourni par les forces est égal à l'énergie cinétique finale à la fin de la fourniture de ce travail, moins l'énergie cinétique initiale. C'est ce qu'on appelle communément en mécanique le théorème de l'énergie cinétique. Un théorème que tout étudiant, ingénieur ou physicien voit et apprend à démontrer de manière très simple en fait. Notons que si le travail est résistant, c'est-à-dire négatif, à ce moment-là, l'énergie cinétique finale est plus faible, ce qui correspond au fait que la vitesse du corps diminue puisque le travail est résistant. Voilà pour l'énergie cinétique. Ce n'était pas très long, ni très compliqué. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la dernière des formes d'énergie mécanique, mais il y aura bien d'autres choses après, c'est l'énergie potentielle. Je vous remercie.